So I'm going to hand over to Mado Diakite, who is speaking on behalf of the government of Niger. She's a technical assistant to the government there on food and nutrition security. And I'd like to remind anyone who would like to hear what Mado is saying in English, because she'll be speaking in French, but her slides are in English, to turn on the translation. And Mado, if you can just let Gillian know when you need her to move to the next slide, that would help because she can't see exactly when you need to move. Okay, over to you, Mado. Thank you. Thank you very much. Hello everybody, bonjour à tous. Je vais donc parler en français pour vous présenter donc la contribution du Niger à ce side event et en particulier partager certaines avancées, certaines leçons apprises et certains défis qui subsistent au Niger. Et vous verrez qu'on rebondira sur certains sujets qui ont été abordés par les panélistes précédents. Donc, pour aller à la diapo suivante. Merci. Donc, on abordera globalement, finalement, comment est-ce qu'on a progressivement intégré la nutrition dans le système sanitaire au Niger depuis les grandes crises, enfin principalement la crise de 2005 et les opportunités et les défis que représente cette intégration. On partagera également des réflexions et des expériences sur comment on gère la continuité des services en nutrition dans un contexte de fragilité et comment finalement renforcer la prise en compte d'une approche Nexus. Donc, on évoquera à la fois le fait qu'il faut garder une capacité à répondre à des pics de malnutrition aiguë sévère, des pics saisonniers que Amina a évoqué déjà plus tôt, mais aussi comment on prend en compte le fait que dans certaines zones qu'on appelle ici au Sahel les zones fragiles ou les zones d'instabilité, comment on fait face finalement à la baisse des services du delivery des services sociaux de base et aux baisses des capacités de l'État à assurer la continuité des services. On évoquera rapidement la politique multisectorielle de sécurité nutritionnelle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un processus qui a été appuyé au niveau international par de nombreuses agences qui participent au sommet N4G. Et puis, on parlera de la question des financements et en particulier de comment on mène la transition entre des financements qui étaient avant tout humanitaires par le passé à des financements qui se veulent beaucoup plus structurants, beaucoup plus durables, mais qui devraient demeurer flexibles. Donc, la diapo suivante. Voilà, donc très rapidement, la nutrition, les enjeux de la nutrition dans le système sanitaire au Niger. Donc, on a de manière structurelle un très fort, un nombre d'enfants à traiter, des besoins très importants. Là, on a des chiffres depuis 2010, mais et on a même les chiffres de 2020 qu'on n'a pas mis, qui sont les plus hauts jamais atteints. On est à 420 enfants à peu près qui ont été pris en charge en 2020. Et on voit que c'est bien une situation qui est structurelle, qui est durable, qui est dans le temps et qui nécessite donc d'intégrer pleinement la réponse à ce défi au système sanitaire et non pas une logique d'urgence et de réponse à des pics. Même s'il est vrai qu'on a des pics saisonniers récurrents qui sont bien connus au Sahel sur la période dite de soudure entre juillet et septembre. Il faut noter aussi qu'on a le défi crucial au Niger de devoir faire face à une croissance démographique qui est la plus importante du monde, même si elle est en train de légèrement baisser depuis 2020. Et d'ailleurs, on constate que finalement, malgré le fait que sur la période des données qui est indiquée dans le graphique, on a doublé la population, on en reste à un niveau d'enfants pris en charge qui est à peu près stable, ce qui peut poser la question de la couverture. Donc, depuis 2005, on a vraiment fait des énormes progrès dans beaucoup de composantes
pour intégrer la nutrition au système sanitaire. Désormais, évidemment, les services nutritionnels font partie intégrante du paquet minimum d'activité des centres de santé et partie intégrante du plan de développement sanitaire quinquennal qui est renouvelé régulièrement par le ministère de la Santé. Mais on n'a pas seulement intégré pleinement les centres de prise en charge et le défi de la prise en charge médicale, mais on a aussi intégré de plus en plus dans les politiques sanitaires les activités de prévention et les activités même promotionnelles dans le domaine de la santé. Par exemple, évidemment, tout ce qui est activité nutritionnelle dans le contexte des 1000 jours dans la fenêtre des 1000 jours, donc les consultations prénatales, les supplémentations en vitamine A, en fer et vitamine A, les pratiques ANGE, les bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, etc. Ce processus d'intégration a été aussi permis du fait que la stratégie de sortie, il y a eu une réflexion sur une stratégie de sortie progressive par les acteurs humanitaires. On sait que le Niger, c'est un petit peu le cas d'espèce pour ECHO qui a financé très longtemps à des niveaux très importants la prise en charge de la malnutrition et qui, depuis 2012, que ce soit via l'initiative Agir ou désormais via une collaboration, une coordination stratégique avec DEFCO, essaye de trouver des moyens de transférer une partie des coûts de la prise en charge de la malnutrition depuis les financements, les outils humanitaires vers des outils de développement. Et ça a entraîné des pratiques intéressantes d'exit stratégie progressive, y compris de la part des ONG partenaires de ECHO qui ont élaboré des plans de transition pour permettre aux centres de santé sur le terrain et aux districts de progressivement finalement mesurer les implications du retrait et prendre le relais sur un certain nombre de compétences et de coûts. Globalement, bon, on le sait maintenant, hein, la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et les énormes efforts qui ont été menés depuis 2005 et qui ont été progressivement généralisés et maintenus à travers le territoire ont contribué directement à réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Niger et donc d'atteindre certains OMD et désormais d'être sur la route des ODD. Après, pour ce qui est l'intégration pleine et entière de la nutrition et en particulier de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les systèmes sanitaires de manière structurante, il y a encore d'énormes défis à relever. Hein. On est sur la voie, il y a des avancées très intéressantes qu'il faut signaler, mais évidemment, quand on regarde plus en détail certaines questions opérationnelles et techniques, on a encore des freins très importants. On a évidemment la question de l'approvisionnement en aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Donc les achats, les stratégies d'approvisionnement et de transport à travers tout le pays, dans tous les centres de santé, ça reste un défi très important parce que finalement, c'est un produit qui n'est pas totalement intégré à la liste des produits pharmaceutiques qui sont gérés par l'Office national des produits pharmaceutiques. Donc là-dessus, il y a encore un travail d'intégration qui reste à faire, même s'il est en train de progresser, on y reviendra. Et on remarque, par exemple, c'est pour citer quelques exemples de défis, hein, mais on remarque que les formations en nutrition sont encore assez faibles dans les curricula des écoles de santé. C'est souvent plutôt des formations, des formations qui sont amenées ensuite sur le tas pendant que les agents de santé sont déjà en service, mais ce n'est pas totalement intégré encore ces compétences-là aux formations de base des agents de santé. Et puis, on remarque que, malgré ce que je disais plus tôt, lorsque les ONG finissent leur soutien aux centres de santé dans certaines zones, on voit une diminution finalement du nombre d'admissions, comme si finalement il y avait un moindre recours au service quand on savait que l'assistance externe n'est plus assurée. Donc voilà, des progrès, mais encore de nombreux signes que cette intégration n'est pas tout à fait complétée et qu'il y a encore du chemin à faire.
La diapo suivante. Donc, justement, on se rend compte que si il y a encore du chemin à faire, c'est que malheureusement, on considère encore trop souvent la nutrition comme un service sanitaire un peu à part. Il y a encore énormément de pratiques, que ce soit de manière opérationnelle, en termes de financement, en termes de partenariat, qui font qu'il y a le risque de continuer à être sur un système un petit peu parallèle. Comme évidemment, on tient à maintenir des services de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, on tient à sauver des vies, on tient à assurer la performance des services pour lesquels un grand nombre de partenaires sont financés, on peut avoir tendance à finalement à mettre en place des systèmes un peu parallèles, du moins sur certains segments du système de santé. Donc l'idée, ça serait vraiment de continuer les efforts, de voir comment vraiment améliorer, renforcer le système sanitaire à travers le soutien à la délivrance de services nutritionnels. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on sait que la nutrition doit être intégrée au système de santé, on sait que les systèmes de santé sont encore structurellement très fragiles, en tout cas que dans un pays comme le Niger, qui est non seulement un des plus pauvres du monde, avec la croissance démographique la plus forte, avec les effets du changement climatique, avec désormais les effets de l'insécurité dans la sous-région du Sahel. Donc, on sait pertinemment que le système de santé lui-même est encore très fragile et du coup, il faut voir comment finalement l'intérêt et le travail sur les services nutritionnels peuvent contribuer, peuvent être promoteurs, peuvent susciter, peuvent catalyser le renforcement du système de santé. Là, on rappelle le framework de l'OMS dont Elena, il me semble, a déjà parlé. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à encourager tous les acteurs à aller de plus en plus vers une approche systémique en s'inscrivant et en soutenant les outils et les processus qui sont globaux du secteur de la santé. Plutôt que d'être tenté peut-être par mettre en place des systèmes ou des initiatives un petit peu parallèles, peut-être plus efficaces à court terme, mais dont les effets à long terme ne sont pas forcément garantis sur le renforcement du système de santé. Donc, comme je disais plus tôt, l'intégration des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, ça reste un vrai enjeu pour qu'ils soient finalement traités, considérés par le ministère de la Santé au même titre que n'importe quel médicament n'importe quel intrant qui doivent arriver dans les centres de santé. D'ailleurs, on remarque qu'il y a encore des efforts qu'on peut faire, des marges de progrès qu'on peut faire. Alors, bien qu'on ait au Niger, évidemment, une usine de production d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, le gouvernement du Niger pourra encore faire davantage d'efforts pour lever un certain nombre de taxes sur les produits qui sont importés de manière à fabriquer ces intrants-là. Donc là, il y aurait aussi un sujet intéressant un peu d'économie faite sur les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Quand l'État prend conscience que c'est à lui de les acheter, il va sans doute voir comment aussi tout faire pour les rendre plus accessibles. Ça a été évoqué par Elena, comment faire en sorte que finalement la nutrition soit pleinement intégrée, mais contribue aussi de manière à une gratuité des soins qui soit plus effective. On sait que la gratuité des soins connaît des problèmes très importants au Niger, qu'il y a à peine 40% des factures qui sont remboursées par l'État, qu'il y a des milliards d'arriérés. Et comment aussi intégrer la nutrition et la problématique du financement de la nutrition dans le chantier actuel de la couverture universelle en santé ou de la couverture santé universelle qui est en cours, qui est une question qui est d'actualité dans beaucoup de pays du monde. Et encore une fois, pour intégrer la nutrition dans une perspective globale du système de santé, il y a aussi la question de ne pas prendre en compte uniquement les pics de malnutrition, les pics saisonniers de malnutrition, mais évidemment de réaliser qu'ils s'intègrent dans d'autres pics sur d'autres maladies, le palu, les maladies respiratoires, etc. Et que du coup, cette gestion des pics-là doit être intégrée. On y reviendra quand on parlera de CIMAM Surge et de son évolution récente au Niger.
Donc, voilà, c'est des défis qui sont importants. Évidemment, on cherche à améliorer la couverture des services de nutrition. Il y a énormément d'initiatives, que ce soit le PBMER, le protocole simplifié, etc., dont la porte d'entrée, l'angle, c'est de comment améliorer la couverture, comment être sûr qu'on soit efficace à ne laisser passer aucun cas. Mais d'un autre côté, ça veut dire une augmentation des besoins des personnes qui arrivent dans les centres de santé. Et donc, ça pose aussi le challenge de cette intégration aux structures sanitaires et à leur capacité actuelle. À la diapo suivante. Donc, ajouter à tous ces challenges un peu structurels d'intégration de la nutrition dans le système sanitaire, il y a évidemment les spécificités propres au contexte de fragilité que le Niger connaît, mais comme les pays dont Amina parlait plus tôt aussi connaissent, et comment finalement avancer, aller vers une approche Nexus, une approche un petit peu plus intégrée entre les besoins à court, moyen et long terme. Donc, le contexte fragile, ça implique non seulement qu'il y ait des pics en termes de besoins, et attention, ces pics ne sont pas forcément saisonniers. On a parlé des pics en période de soudure, mais là, le schéma, par exemple, qui est mentionné ici en bleu, on a un pic ici qui est lié à un afflux d'enfants nigérians qui traversent la frontière et qui, dans certains centres de santé frontaliers, viennent chercher le service au Niger plutôt qu'au Nigeria, où les zones du nord-ouest du Niger, mais aussi du nord-est du Nigeria, sont très affectées par l'insécurité, ce qui pose un énorme problème de continuité des soins et d'accès même des acteurs humanitaires à ces zones-là. Donc, on peut avoir des pics ou des situations exceptionnelles qui ne soient pas seulement liées à des facteurs saisonniers, mais à des facteurs tout à fait autres, tel que là, le cas d'une arrivée massive d'enfants nigérians. Et l'autre aspect de la fragilité que je mentionnais plus tôt, c'est que parfois, on ne va peut-être pas avoir une augmentation aussi évidente des besoins, mais par contre, on va avoir une réduction de l'offre, de la continuité des soins importante à cause de l'insécurité, à cause du fait que le gouvernement n'arrive plus à maintenir des centres de santé dans certaines zones particulièrement instables, mais aussi du fait que certains acteurs humanitaires ont des difficultés d'accès si le dialogue avec le gouvernement et les groupes sur ces questions-là n'est pas fluide. Ça rend du coup évidemment crucial l'enjeu d'une approche Nexus. Ici, j'ai simplement reproduit un extrait du policy brief qui a été produit suite à des case studies au Niger et dans d'autres pays. Il me semble que c'était Yémen et Somalie, mais j'ai peur de me tromper. Et donc, voilà, ça rappelle qu'en effet, l'enjeu du Nexus, c'est vraiment des mécanismes de coordination, de dialogue, une vision intégrée, la recherche d'actions structurantes, etc. Dans ce domaine-là, on a quand même, il faut le noter, et ça a été mentionné un petit peu, le côté laboratoire ou innovant ou précurseur du Niger. On a énormément d'expériences intéressantes pour intégrer la gestion des pics, mais aussi la gestion des fragilités dans le domaine de la nutrition. Il faut d'abord mentionner que le plan national de réponse, donc les plans de soutien aux populations vulnérables qui sont élaborés chaque année par le gouvernement du Niger pour la période de soudure, intègrent systématiquement des activités nutritionnelles, donc soit une augmentation de capacité de prise en charge, mais aussi de la prévention avec la distribution par le gouvernement de farines enrichies, bien souvent des farines locales, puisque c'est la fortification et l'enrichissement des farines locales, c'est quelque chose qui est très soutenu, y compris par l'Union européenne. On a évidemment des expériences issues des nombreuses ONG, en particulier partenaires d'ECHO, qui travaillent depuis de longues années sur le soutien aux structures sanitaires pour prendre en charge la malnutrition. Et on a évidemment toute l'expérience CIMAM Surge de Concern, de manière à pouvoir anticiper et prévoir un peu sous forme de contingence
une augmentation de la capacité de prise en charge pour s'adapter au contexte, mais aussi tout un plaidoyer concerne à également intégrer tout un plaidoyer et toute une démarche de dialogue avec le ministère de la Santé pour intégrer ces pratiques et cette expérience CIMAM Surge dans les politiques et stratégies nationales. Et ce qui est d'autant plus intéressant quand on pense à l'interface entre nutrition et système de santé, c'est de voir comment on évolue finalement vers un health search plutôt qu'un CIMAM search, en se disant on ne peut pas aider juste une structure sanitaire à s'adapter au pic de nutrition, au risque de déstabiliser la continuité des soins sur d'autres pathologies qui parfois ont des pics en même temps, comme je mentionnais tout à l'heure, le palu, les infections respiratoires, le choléra, etc. Donc, comment finalement on élargit un petit peu cette approche d'appui au scale-up des services de manière un petit peu plus intégrée. Donc, malgré toutes les avancées et le très bon dialogue qu'il y a entre les acteurs et le ministère de la Santé sur ces questions, on est quand même confronté à des problèmes fondamentaux qui sont comment on systématise la prise en charge du coût du personnel additionnel lorsqu'il est nécessaire. C'est parfois fait par les communes, mais ça dépend beaucoup de la volonté des collectivités et de la proactivité des chefs de district de répondre d'assurer ces coûts-là et de s'intéresser finalement à cette question de la mise à l'échelle des services. Et puis, on a évidemment la question de l'approvisionnement à travers tout le territoire des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, qui reste évidemment un défi logistique énorme et non pas seulement financier. On a aussi des exemples intéressants, plus récents et toujours un petit peu sous l'impulsion des partenaires de ECHO pour maintenir des services de santé dans les zones fragiles à travers évidemment le Rapid Response Mechanism qui permet de soutenir les capacités des services de santé dans les zones qui accueillent des personnes déplacées ou des réfugiés par exemple, mais aussi de déployer des cliniques mobiles dans les zones fragiles là où ça semble plus adapté et là où des services, les centres de santé ont fermé pour des raisons d'insécurité. Bien souvent, les agents de santé sont menacés ou ont peur de rester dans des zones frontalières du Mali, du Burkina ou du Nigeria. Et donc, on est confronté à cette situation. Les services de santé essayent de rester ouverts aussi longtemps que... de ne pas fermer, mais parfois, il faut réduire les horaires d'ouverture pour éviter que les gens se déplacent la nuit, etc. D'ailleurs, on peut noter ici que dans le cadre du sommet N4J, le Niger va prendre un engagement pour le maintien, d'essayer d'assurer la continuité des soins dans les zones fragiles, ce qui est vraiment un défi important. Madhu, sorry, I hate to rush you. This is really, really, okay, I'll finish very up rich quickly. stuff. Would you mind? Sorry, just I want to make sure we have a little bit of time for Q&A. Thank you. Yeah. I'll try to finish within 3 minutes. Donc, l'enjeu important pour ces questions de réponse au pic et de prise de décision pour s'adapter à une hausse de la demande, c'est l'enjeu des données qui permettent de déclencher des alertes ou qui permettent de prendre des décisions. Et là, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité sur est-ce qu'on reconnaît les données issues de la déclaration des maladies à déclaration obligatoire ou bien d'un système d'information au niveau central. Et ça, c'est vraiment les enjeux du moment sur lesquels il faut travailler. On peut aller à la diapo suivante. Voilà, donc un autre défi, évidemment, ce serait d'adresser la prévention et de financer des programmes de prévention de la malnutrition et de réduction de la malnutrition chronique en particulier à travers une approche multisectorielle. Et ça, c'est un sujet sur lequel le Niger, évidemment, est en première ligne. Vous avez peut-être entendu parler de la politique nationale de sécurité nutritionnelle qui permet des actions multisectorielles, convergentes et coordonnées. Et qui a permis de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de coordination à haut niveau, en particulier sous le pilotage du Haut Commissariat à l'initiative 3N qui dépend de la présidence. Mais après 5 ans de mise en œuvre de la PNSN, on a aussi constaté des vraies difficultés à intégrer vraiment l'intégration dans les stratégies sectorielles.
à avoir des indicateurs sensibles à la nutrition qui permettent un suivi et une redevabilité sur les effets qu'on a concrètement sur la prévalence. On a du mal à assurer la traçabilité et la visibilité des budgets associés à cette politique. Mais il y a un nouveau plan d'action qui est en cours d'élaboration qui doit tirer les leçons de la phase précédente. Et on a la plateforme nationale d'information sur la nutrition financée par l'Union européenne et ancrée à l'Institut national de la statistique du Niger, qui aide énormément à la prise de conscience de l'importance d'avoir tous les secteurs contributifs, éducation, agriculture, protection sociale, etc., qui jouent pleinement leur rôle pour prévenir la malnutrition. Donc, à la diapo suivante, on en arrive aux enjeux du financement. Donc, on sait qu'il y a une réduction progressive, mais drastique, enfin flagrante, des financements humanitaires, alors qu'on a des besoins qui sont stables, comme on le voyait sur la première diapo. On a le coût très important pour assurer les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi sur toute l'année. Ça représente aujourd'hui à peu près 12 millions de dollars par an, rien que les achats d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. On sait que le premier plan d'action de la PNSN a été largement sous-financé et que il y a à peine 1,5% du PIB ou 3% du budget national qui est consacré à la nutrition. Mais malgré tout, il y a des vraies avancées en termes de transition vers des financements plus durables. On a la fameuse feuille de route pour la transition des coûts de la prise en charge de la malnutrition par le ministère de la Santé, qui a été adoptée par le ministère de la Santé un peu sous l'impulsion d'un appui budgétaire de l'Union européenne, même si on est loin malheureusement du modèle du Burkina où on aimerait que les appuis budgétaires soient utilisés de manière beaucoup plus proactive pour la nutrition dans le système de santé au Niger. Mais ça a quand même permis des avancées importantes et en 2021, là, on vient d'enregistrer l'achat de 1,5 million de dollars d'intrants nutritionnels par le gouvernement qui va permettre de couvrir les besoins de 300 000 enfants. On est à moins de 10% des besoins, mais c'est un début, c'est vraiment quelque chose qui est à saluer parce que ça a été, c'est le résultat d'un processus où les acteurs humanitaires, ECHO, les partenaires, DEVCO, l'ensemble des bailleurs de développement ont vraiment poussé pour cette évolution structurante au niveau du budget du ministère de la Santé. Mais idéalement, il faut vraiment intégrer la problématique du financement de la nutrition au mécanisme de financement de la santé en général. C'est vraiment comme ça qu'on arrivera à ce qu'on cherche comme effet, que ce soit en passant des financements à travers le Fonds commun santé qui existe au Niger ou à travers de l'appui budgétaire, comme on le mentionnait plus tôt. Donc, on doit encore mobiliser davantage les acteurs de développement, les bailleurs de développement, puisque c'est leurs outils qui peuvent vraiment avoir un effet structurant et durable. Et on a de la chance d'avoir un très bon niveau de dialogue au Niger entre l'État et les acteurs non étatiques, mais aussi entre les acteurs humanitaires et de développement. Et donc ça, c'est quelque chose c'est une dynamique qui se poursuit. Et d'ailleurs, l'Union européenne a commandité récemment une cartographie des bailleurs en nutrition qu'on espère pouvoir diffuser prochainement et qui pourrait devenir un outil de plaidoyer auprès des bailleurs de développement pour poursuivre les efforts et avoir vraiment un effet plus visible et plus concret sur la transition des financements vers les instruments de développement. Et la dernière diapo, très rapidement, donc les conclusions. L'idéal, c'est vraiment de considérer qu'en travaillant sur l'amélioration des services nutritionnels, on contribue à renforcer le système de santé. Et quand on contribue à renforcer le système de santé, ça aura évidemment un impact sur l'amélioration des services nutritionnels. Donc, il faut continuer à promouvoir une approche systémique dans l'augmentation des financements, et aussi dans l'efficacité de la dépense. Il faut continuer à construire le dialogue multisectoriel et la gouvernance globale qui est à un niveau élevé au Niger grâce à l'ancrage du Haut-Commissariat à l'initiative 3N à la présidence, au cabinet du président de la République. Et il faut vraiment bâtir sur l'opportunité que représente la qualité du dialogue au Niger. L'enjeu, c'est vraiment de mobiliser davantage de fonds structurels de développement pour continuer à renforcer le système de santé et ainsi la durabilité des services nutritionnels.
Mais il faut évidemment ne pas perdre de vue la nécessité de rester flexible. Et ça, il y a énormément de réflexions sur comment avoir des fonds communs qui permettraient d'assurer cette flexibilité pour répondre à des pics et à l'effet des chocs qui sont de plus en plus divers au Niger et qui représentent un vrai défi. Voilà, il faut maintenir la capacité de délivrer les services et surtout assurer la redevabilité, puisqu'on sait que la feuille de route du ministère de la Santé avait suscité beaucoup d'espoir, mais que finalement, ça a été assez difficile d'assurer que le gouvernement respecte ses engagements et atteigne les objectifs qui avaient été définis. Désolée, j'ai été un petit peu long, mais ça permet d'illustrer un peu le foisonnement d'initiatives sur cette problématique-là qui existe au Niger. Merci beaucoup.